Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue chez Ask Stago, le podcast dédié à fournir des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Dans l'épisode d'aujourd'hui, notre experte Patricia Roger nous parlera de la détermination des taux de facteurs dans le contexte d'une pathologie bien connue de tous, l'hémophilie. Je suis Dana Hazard et je suis ravie de co-animer cet épisode avec Audrey Carlo. Audrey, peux-tu nous présenter notre invitée experte aujourd'hui ? Bonjour Dana, et oui, je suis contente de présenter Patricia Roger. Patricia, tu es attachée scientifique et chef de produit chez Stago. Pendant 10 ans, tu étais en charge des gammes de facteurs, notamment pour le marché francophone, et nous sommes ravis que tu aies accepté notre invitation pour partager avec nous tes connaissances et répondre à nos questions. Bonjour à tous. Patricia, ne perdons pas de temps et traitons déjà notre toute première question. Comme tu l'as compris, nous avons reçu une question sur les dosages de facteurs dans le contexte de l'hémophilie. Peut-être on peut commencer déjà par un petit rappel sur cette pathologie. Bien sûr, je ne suis pas médecin, mais je peux vous dire que l'hémophilie est probablement le trouble de l'hémostase le plus connu, même s'il est assez rare. D'après la filière MEMO, qui regroupe les centres de référence de l'hémophilie ainsi que d'autres maladies hémorragiques constitutionnelles, la prévalence de l'hémophilie A est d'environ 1 sur 7500 naissances de bébés de sexe masculin et d'environ 1 sur 30 000 naissances pour l'hémophilie B. L'hémophilie A est la forme la plus courante de l'hémophilie. On compte en France environ 7500 hémophiles. C'est la plus fréquente des maladies hémorragiques graves. Et tout à l'heure, tu parlais des bébés masculins parce qu'en effet, l'hémophilie est une maladie génétique récessive liée au chromosome X, ce qui signifie que les hommes sont principalement ceux qui sont touchés et que les femmes sont définies comme porteuses, bien qu'elles puissent également souffrir d'hémophilie. Oui, tu as raison Audrey. L'hémophilie A est liée à un déficit en facteur 8, tandis que l'hémophilie B est liée à un déficit en facteur 9. Patricia, tu parles de déficit en facteurs. Peut-être il est intéressant de rappeler que la sévérité de la maladie dépend aussi du niveau de ce déficit. C'est vrai, la sévérité des manifestations cliniques dépend, chez les deux sexes, de l'importance du déficit en facteur 8 ou 9. Si l'on se réfère au sous-comité scientifique et de normalisation de l'ISTH, l'hémophilie sévère se caractérise par des taux de facteurs inférieurs à 1%, ce qui est l'équivalent à 0,1 UI par ml ou unité internationale par ml. L'hémophilie modérée est définie par des taux de facteurs compris entre 1 et 5%, équivalent à 0,1 et 0,5 UI par ml. Enfin, on parle d'hémophilie mineure pour des patients ayant des taux de facteurs compris entre 5 et 40%, soit 0,5 et 4 unités par ml. Et là, on comprend pourquoi la détermination des taux de facteurs est un sujet si important pour nos auditeurs. En effet, une très bonne précision du dosage, en particulier au niveau des valeurs basses, est nécessaire. Est-ce que c'est la seule raison ? Évidemment, la précision du test au seuil décisionnel est très importante pour le laboratoire car il y a un risque de mauvaise classification des patients, surtout si le test n'est pas assez précis, autour de 1% et de 5%, même si, dans tous les cas, le patient recevra malgré tout la même thérapie. Mais je ne suis pas certaine que vous vouliez que je développe ce domaine, qui est vraiment très large. Oui, tu as raison Patricia, nous avons un épisode dédié à l'hémophilie et à ses traitements autour de la Journée mondiale de l'hémophilie dans notre podcast en anglais. Mais pour rester dans notre sujet, peut-être que ces traitements peuvent compromettre la précision des analyses de laboratoire, justement. Il faut préciser qu'il existe 2 catégories de tests. Tout d'abord, les tests de coagulation en une étape, dans lesquels l'échantillon est mélangé avec un plasma déficient, ce qui permet d'être sensible et spécifique aux facteurs 8 ou 9 du patient. La coagulation est déclenchée sur la voie du TCA. Dans cette méthode de dosage, le plasma déficient peut être lyophilisé ou congelé et obtenu soit à partir de patients présentant un déficit constitutionnel en facteur 8 ou facteur 9, soit à partir de plasma immunodéplété. Il est indispensable que ce plasma déficient ait un taux de facteur résiduel inférieur à 1%. Et c'est vrai que certains laboratoires vérifient ce taux résiduel à réception du lot de plasma déficient fourni par leur fournisseur. L'allongement des temps de coagulation témoigne du déficit en facteurs. Ensuite, il existe des tests chromogéniques en 2 étapes. En France, ces tests sont moins utilisés dans les laboratoires, même si bien sûr, les centres d'hémophilie et les CHU les utilisent. Pour le dosage du facteur 8, par exemple, le test est basé sur le mélange de l'échantillon
avec du facteur 9 activé et du facteur 10 exogène en présence de calcium et de phospholipides. La quantité de facteur 10 activé générée est déterminée à l'aide d'un substrat chromogénique spécifique et elle est directement proportionnelle au volume de facteur 8 contenu dans l'échantillon. En aucun cas, les traitements n'affectent la précision des dosages, quelle que soit la technique utilisée. Et selon le fournisseur du test, la méthodologie exacte, c'est-à-dire la proportion de réactifs, l'origine du matériel, le temps d'incubation et autres, peut être différente. Effectivement, cela dépend beaucoup de la céphaline utilisée, s'il s'agit bien sûr du test de coagulation en une seule étape. Chaque test doit donc être calibré précisément, et je sais qu'un podcast sera consacré à ce sujet pendant la saison numéro 2. En tout cas, il est certain qu'une calibration robuste est de la plus haute importance si vous voulez atteindre de bonnes performances analytiques. Et je sais d'ailleurs que certains clients sont un peu inquiets avec des courbes d'étalonnage 100.0. Cela dépend encore une fois de la méthode de dosage elle-même. Si la courbe de calibration est déterminée selon une équation logarithmique, il n'y a aucun moyen que la courbe croise l'origine. Mais grâce aux différentes dilutions du calibrant, il est tout à fait possible d'atteindre une bonne précision dans la zone de mesure basse. C'est très clair. Nous pouvons simplement répéter ici les principaux messages à retenir de notre podcast sur comment bien réaliser ces calibrations. Une bonne reconstitution des réactifs, l'utilisation de matériel fraîchement reconstitué, un instrument correctement entretenu et le passage des contrôles internes de qualité. Pourtant, il existe une spécificité pour les dosages des facteurs. Peux-tu nous en dire un peu plus? Bien sûr, je suppose que vous voulez parler du parallélisme des facteurs, qui dans les tests de coagulation en une seule étape intègrent plusieurs dilutions de l'échantillon. Oui, c'est bien ça, Patricia. Et pour être clair, le parallélisme des facteurs permet de distinguer un réel déficit en facteurs de la présence d'inhibiteurs. En effet, il existe deux types d'inhibiteurs. D'une part, il arrive que pendant le traitement de l'hémophilie, le facteur de substitution administré induise la production d'anticorps chez le patient. Ces anticorps sont appelés alors inhibiteurs spécifiques et leur présence signifie que le patient n'est pas correctement substitué et qu'il peut présenter un risque hémorragique assez élevé. Mais d'autre part, il existe aussi des inhibiteurs non spécifiques comme ceux impliqués par exemple dans les lupus anticoagulants. Ils sont alors induits par certaines pathologies ou traitements, ils peuvent être transitoires. C'est ça, Audrey. Il y a en fait deux situations. Tout d'abord, dans le cas d'inhibiteurs non spécifiques tels que les anticoagulants de type lupique, la voie du TCA peut être affectée. Des temps de coagulation prolongés sont mesurés, ce qui se traduit par un abaissement des taux de facteurs. Ensuite, il y a des inhibiteurs dits spécifiques, comme les anticorps antifacteur 8 ou antifacteur 9 chez les patients hémophiles. Et dans ce cas, par exemple, si vous mesurez 7% d'activité de facteur 8 chez un patient pendant son traitement, y a-t-il réellement 7% de facteur 8 dans l'échantillon ou plus, avec une partie qui serait partiellement inhibée par ces auto-anticorps? Ainsi, dans ces deux contextes, les bonnes pratiques de laboratoire, le CLSI, le College of American Pathologists, mais aussi la British Society of Hematology préconisent une méthodologie spécifique qui inclut au moins 3 dilutions différentes de l'échantillon. Si votre méthodologie habituelle de dosage comprend une dilution de l'échantillon au 10e, vous pouvez réaliser des dilutions au 1/20e et au 1/40e supplémentaires. Vérifiez la cohérence des taux de facteurs mesurés sur les 3 dilutions pour rendre un taux de facteur exact. C'est ce que nous appelons le parallélisme des facteurs. En effet, le CAP et le CLSI préconisent d'effectuer ces 3 dilutions quel que soit le taux de facteur, mais on sait que certains laboratoires préfèrent d'abord réaliser la dilution standard, celle au 1/10 dont tu parlais, et si le résultat est inférieur à 15% chez les patients hémophiles connus pour être hémophiles, chez lesquels une décision médicale est attendue, alors ils optent pour des dilutions supplémentaires. Ceci afin d'éviter une consommation trop importante de réactifs s'il y avait de manière standard 3 dilutions. Oui, certains laboratoires ont validé cette démarche dans le cadre de leur procédure de gestion de la qualité. Mais il faut faire attention car dans le cadre de l'hémophilie, un risque d'erreur de diagnostic est toujours possible jusqu'à 40% d'activité de facteurs. Ce sur quoi je veux insister, c'est que la mise en place et l'utilisation du parallélisme des facteurs n'est pas si simple et que la vérification de la cohérence entre les différents résultats n'est pas facile. En fait, cela peut être une source d'erreur.
C'est pourquoi l'implémentation d'un algorithme spécifique et de règles de validation peut apporter un vrai plus pour limiter le risque d'erreur diagnostique et rendre un résultat le plus précis et fiable possible. Merci beaucoup Patricia d'avoir rendu ce sujet assez complexe beaucoup plus clair pour nous et nos auditeurs. Il est maintenant temps de clore cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références bibliographiques dans la description du podcast. Et n'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes vos questions à notre adresse email ask@stago.com. Nous serons ravis d'y répondre dans un prochain épisode. À la prochaine! Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.